Bonjour, il est 13h30, bienvenue dans cette nouvelle formule des JT de Polar 2 et de Polar TV, car cette année vous pourrez nous suivre en direct sur les deux chaînes. À la une de ce dimanche 4 octobre 2015, l'argent qui devait corrompre les sénateurs du sud de la RIG contre la sécession venait d'organisations mafieuses lancasteriennes que le Premier ministre Alexander Granberry a rassemblé lui-même. C'est la nouvelle révélation qu'a fait ce midi World TFR. Nous sommes en direct d'Edinburgh. 3 gouvernements au centre de scandales géants de corruption à l'échelle nationale et même internationale. L'Assemblée nationale s'est réunie cet après-midi en urgence pour se mettre d'accord sur la position du Polaro face à cette crise. Dans un même temps, les soutiens de la première heure à Manon Kent sont-ils en train de la laisser tomber? Les États-Unis d'encore et l'UP commencent à exprimer un redoute. Nous verrons ça. Les États-Unis d'encore rentreront-ils bientôt dans l'Union phynicienne? Nous serons en direct de Waltonbury avec Shin Kalakweta, journaliste de Polaro TV encore. Week-end de sport avec la fin de la série A qui opposait le Stade Valtin au FC de Basket Police avec une qualification en demi-finale pour les Brésiliens. On reparlera également du tournoi de l'Open de York et nous profiterons de cette émission pour ouvrir notre nouvelle chronique, l'Idol Retro, où nous replongerons en septembre 2014. Cela fait une semaine que tous les regards sont sur la RIG. On apprenait ce midi que l'argent venait d'un groupe de mafieux lancasteriens. On part tout de suite à Edinburgh, la capitale de la RIG, où nous attend Arnaud Tesla. Bonjour Arnaud. La RIG a donc eu un nouveau choc ce midi en lisant WTFR. Les dernières révélations ébranlent complètement la RIG. Le gouvernement fédéral, par son incompréhension des sudistes, comme nous l'avons déjà vu, a fait appel à son allié lancastérien pour l'aider dans cette mauvaise passe. Pour cela, les pays ont monté un financement plutôt compliqué. En premier lieu, le Lancaster a fait appel à des organisations mafieuses qui lui verseraient les 4 milliards en échange de la libération de prisonniers. Or, ces milliards proviennent des activités mafieuses telles que la drogue, le trafic d'êtres humains et j'en passe. Une fois remis dans les mains du Lancaster, l'argent a été expédié par la voie de Bank of Lancaster, dans une banque brocélienne. Ensuite, le gouvernement fédéral a récupéré cet argent avant de s'en servir pour corrompre des sénateurs. Seulement une grande question demeure. Nul ne sait où est passé l'argent après cela. Certains pensent que les sénateurs l'auraient gardé, d'autres pensent qu'ils se seraient débarrassés, de peur d'être impliqués dans l'affaire, mais s'ils en sont débarrassés, personne ne sait comment. En tout cas, la coalition est très fragilisée, et beaucoup redoutent les attaques des conservateurs, lors de la séance de questions au Congrès. Merci Arnaud, mais d'ailleurs, on reste avec vous pour mieux comprendre ces envies indépendantistes du sud de la RIG qui sont le nœud du problème. Expliquez-nous donc, Arnaud, pourquoi le sud déteste autant le centre et le nord de la RIG. Il est vrai que vu du Polaro, la situation en RIG peut paraître étrange voire incompréhensible, mais il faut vraiment connaître le pays, son histoire et le terrain pour comprendre ce qu'il s'y passe. Le sud du pays a toujours eu à l'égard du pouvoir central un certain dédain. Cela remonte à la révolution goldcitienne. Le sud du pays, au contraire du centre et du nord à ce moment-là, était totalement favorable à l'Empire, et donc opposé à la République. À la fin de la Révolution, le Sud se retrouvait de fait avec un gouvernement républicain auquel il était totalement opposé. Cette situation a forcé les pères fondateurs à créer un système fédéral. Le parti séparatiste, dont le but premier était de séparer le Sud du reste du pays, pour y rétablir l'Empire, a demandé jusqu'en 1300 la séparation du Sud du reste du pays, avant de se rallier à la République. En effet, s'est vu lui empêcher de récolter les voix des électeurs du centre et du nord, et donc d'empêcher son accession au pouvoir. Il a fusionné avec le Parti conservateur en 2013, pour former l'UCG, Union des conservateurs goldcitiens, puis le PNG, Parti national goldcitien, en 2014. La Charte des provinces de 2013 a tenté de clore les débats constitutionnels nés en 1962, avec la création de la sécurité sociale. Les provinces du Sud dénonçaient alors une ingérence du gouvernement fédéral dans leurs affaires, puisqu'aucun texte ne définissait les compétences des provinces et de l'État fédéral. La CDP a donc été créée pour mettre fin au débat et définir enfin les compétences de chaque entité. Le Nord et le Centre ne voyaient pas de problème à cette charte.
Seulement il faut comprendre qu'Édimbourg n'est pas très populaire dans le sud, les politiques y sont considérés trop loin du peuple sudiste. De plus, une autre fracture religieuse cette fois traverse le pays, alors que le nord et le centre sont protestants, le sud est catholique. Une autre concerne les valeurs. 65% des sudistes considèrent que l'État fédéral n'a pas à intervenir dans l'économie, contre 23% des autres électeurs. 87% des sudistes soutiennent la peine de mort, contre 36% des autres électeurs. Le Nord et le Centre considèrent que la collectivité doit aider les plus pauvres. Le Sud considère lui que les plus pauvres doivent s'enrichir par le travail et non par les aides sociales. On pourrait continuer longtemps. Le Sud a toujours majoritairement voté conservateur. Le PNG est considéré comme le digne représentant du Sud. Le parti possède ses bastions sudistes, mais aussi quelques-uns dans le centre, mais très peu dans le Nord, républicain. La politique gualcitienne peut se décomposer en trois ensembles: le Nord social-démocrate, avec opposition libérale, le PNG y est absent, le Sud conservateur, opposition libérale, les républicains y sont absents, et le centre qui oscille entre les trois partis au gré des élections. Pour en revenir au sujet, le Sud a voté à 60% PNG au sénatorial de juin 2015, en réponse à la CDP. Cependant le centre et le nord ont voté différemment et Kent a réussi à former une vaste coalition rassemblant les républicains, les écologistes, les démocrates et les libéraux. Ainsi le sud, culturellement différent du centre et du sud, mais résolument gualcitien, s'est retrouvé avec une coalition pour qui il n'avait pas voté, créant chez les sudistes une profonde injustice et une profonde frustration. En ce sens, la sécession n'était pas réellement une volonté de quitter la RIG. 65% des électeurs soutenaient la sécession, mais 100% se sentaient gualcitiens, mais plus une volonté de marquer le profond désarroi sudiste, ce que la coalition n'a pas compris. Comme l'exprime Madame Kate Urban, habitante sudiste, la sécession n'était pas à comprendre comme une volonté de quitter la RIG, mais plus de marquer le coup sur la CDP, mais le gouvernement ne nous comprend pas. Vous savez, les politiques d'Édimbourg, hors ceux du PNG, viennent très peu ici, ou encore de Kim Walter, la maire de Gallican. Comme les républicains et les écolos ne recueillent pas de voix ici, ils viennent aller soyons fous 10 fois par an maximum. Il n'y a que les conservateurs et les libéraux qui viennent ici. Le gouvernement, qui n'a donc pas compris cet événement, qui revêtait plus du symbole que d'une volonté réelle, a décidé d'intervenir militairement pour amener l'ordre. D'ailleurs, les élus n'ont pas manifesté d'opposition lors de leur arrestation. Aux yeux des sudistes, cette intervention était non fondée. Monsieur Sullivan, habitant de l'Australia, le gouvernement a pris une décision totalement absurde. Nous protestions contre la charte et le gouvernement nous a opposé l'armée. En somme, le paiement de sénateurs par le gouvernement relevait d'une démagogie totale. Merci beaucoup Arnaud, c'est beaucoup plus clair maintenant. Toujours par rapport à cette crise, mais au niveau mondial cette fois, quel soutien pour Manon Kent et son gouvernement? Face à l'usage de l'armée pour éviter la sécession, une majorité des pays du monde s'étaient posés comme alliés, mais maintenant que l'on sait que ce même gouvernement a d'abord essayé de corrompre les sénateurs avant de jeter en prison ceux qui avaient voté oui à la sécession, les avis paraissent beaucoup moins tranchés. C'est notamment le cas des États-Unis d'encore ou encore du Polaro, même si ce dernier avait un avis plutôt vague sur la question. Dans le cas polarien, c'est l'Assemblée nationale qui a tranché cet après-midi, à l'instar de l'Union philistine qui a elle aussi fait appel à son gouvernement. Sans explication valide de la part d'Edinburgh, les relations seront gelées. Le président de l'UP est même allé plus loin en parlant sur Squirrel de criminels. Je cite, l'UP ne traite pas avec des criminels. Et il explique également que le gouvernement de Manon Kent devra répondre de ses actes. Pour l'instant, le gouvernement de RIG reste complètement muet sur ces affaires. Cependant, il sera bien obligé de répondre aux attaques des parlementaires, surtout ceux du PNG, comme vous disait Arnaud, demain dans la séance de questions au Congrès. On change de sujet. Les États-Unis d'encore feront-ils bientôt partie de l'Union philistine? C'est en tout cas ce que laisse penser un site de Nathanaël Dalion. On retrouve notre collègue de Polaro TV encore en direct de Waltonbury, la capitale du pays. Bonjour Chin Kalakoea. Alors, je vous répète donc ma question. Les États-Unis d'encore feront-ils bientôt partie de l'Union philistine? Bonjour. Oui, bonjour.
Cela fait plusieurs mois maintenant que les plus hautes instances du pays discutent avec les autorités philiciennes sur une possible entrée des États-Unis dans Cornwall et le Surise et le Brosselia, deux alliés historiques de l'archipel, avaient su convaincre le président Wallace Crubby des bénéfices d'une entrée dans l'organisation internationale, lui dont le parti s'était pourtant formellement opposé à toute entrée dans une organisation continentale ces dernières années. Le président Crubby, très populaire aux OA, avait finalement réussi à démontrer à ses pairs puis à ses compatriotes le bien fondé de cette entrée, assurant que le pays resterait pleinement souverain de ses décisions et conserverait sa monnaie. Le président se serait même entretenu ces derniers jours 4 fois par téléphone avec Nathanael Dalion, récent nouveau président de l'UPS. Cette entrée devrait donc se concrétiser sans nul doute dans quelques semaines. Les commissaires anciens à l'UP seraient même déjà nommés. Merci, vous étiez en direct de Waltonbury pour Polaroid TV encore. Week-end de sport également avec hier le Stade Valtin qui s'est imposé 2-0 face au FC Globasca Police au Capital Club de Valtamine en Brosselia lors de la 3e journée de la United League. Les favoris de la compétition ont réussi à redresser un match aller, une première partie de seconde rencontre assez lente et où les Sandrésiens les malmenaient. Ils se sont donc repris en main à la mi-temps pour marquer 2 buts dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Vous pouvez voir ou revoir peut-être les débuts de la rencontre, les 5e et 6e marqués lors de la compétition philicienne depuis son lancement il y a à peine quelques semaines. Le Stade Valtin affrontera le vainqueur du groupe B opposant les Étoiles de Galax face à York. Le match aller avait conduit à une victoire de la Outsider Sandrésien 2-1 sur la pelouse du Stade National de Galax. Match retour dans 2 semaines pour connaître qui disputera avec Valtamine la demi-finale 1. Ce sera après au tour des groupes C et D de rentrer dans la compétition avec un match des 2 Olympiques de la saison, Verbania et Crimesalia, suivi des Crimésiens de Victoria contre les Brosséliens de l'AS Alizé. Toujours en sport, la semaine prochaine débutera l'Open de York, première compétition de tennis de cette saison. La terre battue de la capitale sandrésienne sera donc la première à accueillir la Coupe philicienne de tennis. Les plus grands tennisman des 4 pays de l'UP s'affronteront au cours des 2 prochaines semaines. Pas vraiment de favoris, même si je peux d'ores et déjà vous dire que les Porélariens sont en forme. Nous vous en reparlerons ici pendant la durée de l'événement. Et nous lançons aujourd'hui notre premier flashback, une chronique qui n'interviendra pas dans toutes nos éditions, mais qui servira de machine à voyager dans le temps pour revoir les événements récents depuis leurs origines. Depuis le regain d'activité de cette semaine, de nombreux postes ont été réattribués, dont celui de Jack Duck qui dirigeait pourtant jusque-là le projet Tom et le bureau des affaires territoriales, le BAT. Son successeur Natsu Kan prendra bientôt ses fonctions. Retour sur l'un des plus grands projets de l'Institut de géographie. Nous sommes le 18 septembre 2014, l'idée de territoire d'outre-mer était lancée depuis le mois d'avril. Ce n'était donc dans ce début de mois de septembre que Jack Duck, le porteur de ce projet, met au clair les exigences pour enfin espérer avoir un tome. Présentation de la ville sur le forum, communiqué officiel, la base est donnée et les débats peuvent commencer. Il faudra attendre le 15 octobre 2014, soit près d'un mois après, pour qu'un sujet officiel, cette fois, soit ouvert. Un organisme chargé de réguler ce projet est créé, le Bureau des affaires territoriales avec 4 membres, Jack Duck, Sakuro, Boxy et Gandalf. La première candidature pour espérer avoir un tome arrive dès le lendemain. C'est le cas de l'Oxylife. 4 autres candidatures après plus d'1 mois seront délivrées. Et c'est justement après ces 4 autres candidatures qu'un premier jugement sera rendu. Toutes les demandes seront refusées par le BAT car aucune ne répond exactement à tous les critères. Ce sera ensuite au tour du Queensland et du Polaro de se lancer, de candidatures elles acceptées ce 6 décembre 2014. 3 nouvelles candidatures seront lancées de la part du Riven, de l'Oxylife et de la RG un peu après.
Les candidatures seront acceptées, sauf celle de la RIG, pardon, qui essuya un second échec. Depuis, à part une nouvelle candidature de Lancaster et de la RIG qui ont été publiées le 8 février et 9 février 2015, aucune autre candidature n'a été postée. D'ailleurs, ces deux candidatures n'ont toujours pas été jugées. Le bilan du projet Tom peut donc être à nuancer avec d'un côté un très bon ajout dans l'RP, mais de l'autre un système assez lourd et sans nouvelle vague d'activité depuis un bon moment. Nous souhaitons cependant bon courage à Natsugan pour qu'il réussisse à remonter ses points négatifs. Et c'est déjà la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, @PolarTV, ainsi que sur son site internet. Continuez de suivre le RP de la RIG, du Revada, hashtag RIG ou Revada sur Squirrel. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir, 20h30. En attendant, passez une bonne après-midi sur Polar 2 et à ce soir donc.